Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Football Universe, nouveau format. Donc on va vous expliquer ce qui va se passer. On va faire des émissions beaucoup plus courtes désormais, mais beaucoup plus régulières. On va faire des émissions normalement de 25 à 40 minutes si tout va bien. Donc ce soir avec moi pour cette première en tant que format court, j'ai le plaisir d'accueillir François. Salut à toi François. Salut à tous, tu Alors, papa. alors, François, lui, qui nous parlera de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, avec notamment une question sur Pablo Correa, dont les chroniqueurs répondront ce soir. Notre monsieur Seria est là, bonsoir à toi Julien. Bonsoir à tous, salut Quentin. Alors Julien qui nous débriefera l'actu italienne et notamment une question sur l'Atalanta Bergame. Alexandre est avec nous ce soir. Alors Alexandre aura la lourde tâche de débriefer deux championnats ce soir, la Bundesliga et la Liga. Donc on parlera Borussia Dortmund et notamment du Barça dans ces deux pastilles. Voilà, j'avais envie de sortir ce mot, le mot pastille. Et bienvenue à toi Pierre qui débriefera l'actualité anglaise du week-end. Salut à toi Pierre. Salut à tous. Donc bonsoir les gars, sans plus tarder on va s'attaquer au premier thème du soir et on va parler de la Bundesliga. Donc c'est Alexandre qui va s'y coller. Donc Alexandre, rappelle-nous les résultats importants du week-end, ce qui s'est passé. Tous les résultats ou les plus importants? C'est à toi de voir, tu nous dis ce qui s'est passé, les faits marquants, tout ça, c'est à toi. Alors, les faits marquants. Donc, j'ai noté que c'est la défaite de Leipzig à Brême, 3-0. Donc, Leipzig qui est en train de perdre énormément de points dans la course à la Ligue des Champions. Et le Dortmund, avec sa victoire de vendredi 1-0 contre Ingolstadt, leur permet de revenir à 3 points. Derrière, Hoffenheim est à 4 points de Leipzig. Le Werder, grâce à sa victoire, remonte 13e. Et le bas de tableau, qu'en Allemagne, il y a entre le 16e et le 12e, il y a 3 points d'écart. Donc voilà. Et dimanche, il y avait un très gros match entre le Bayern de Munich et le Borussia Mönchengladbach. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans les années 70, le Bayern et le Borussia se sont énormément changé les titres. Et donc le Bayern s'est imposé 1-0 avec un but de Thomas Müller à la 63e minute. Sur la 63e minute, il marque donc le but de la victoire sur une passe de Thiago Alcantara, et c'est d'ailleurs son 250e match avec le Bayern de Munich. Le Bayern, lui, il enchaîne 14 matchs sans défaite en Bundesliga. Ouais. Donc Dortmund, évidemment, qui remonte actuellement 3e avec 3 points de retard, mais avec une énorme avance au niveau de la différence de but sur Leipzig. Donc est-ce qu'ils doivent tout miser sur la Ligue des Champions ou continuer le championnat comme ils le font en ce moment, sachant que Leipzig est en train pour moi, de perdre énormément de points car l'effectif ne tient plus. Puis ça fait un peu comme Nice, ça commence à s'écrouler tout doucement. Ouais. Pour moi, je pense quand même que Dortmund a un effectif beaucoup plus profond et propose quand même plus un jeu, comme Monaco d'ailleurs, c'est-à-dire très offensif et souvent une occasion ça rentre. Et donc j'ai aussi noté c'est le triplé de Modeste Avec Cologne, oui. qui est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Donc j'ai fait un top but. C'est le premier buteur, c'est Aubameyang qui a marqué vendredi soir, donc il a 23 buts. Modeste avec son triplé est passé devant Lewandowski et a 22 buts. Et donc Lewandowski est troisième vu qu'il n'a pas marqué et a 21 buts. Et il y a eu un fait marquant, surtout dans le match du Bayern, c'est Robben qui a été remplacé vers la fin du match et qui a refusé de serrer la main à Carlo Ancelotti. Exact, ouais. Alors, Parce qu'il a été frustré. Alors merci pour ce résumé, hein, Alex. Bien sûr, tu as parlé du Borussia Dortmund et du possible choix à faire entre la lutte pour le championnat et le quart de finale de Ligue des Champions à jouer contre Monaco. Pour vous, quelle doit être la priorité du Borussia Dortmund, les gars? Rapidement, Julien, pour toi. Moi, je pense que c'est la Ligue des Champions, autant aller à fond. De toute façon, le Bayern a une avance assez Ils ont phénoménale. 13 points d'avance sur les Leipzig actuellement. Ouais, voilà. Donc ça risque d'être. Et 16 sur le Bayern, sur le Borussia, pardon. Ouais, voilà. Donc, Ouais, je pense que. donc ça risque. D'ailleurs, après- j'ai le classement sous les yeux. Il y a donc pour tous ceux qui sont on va dire les gros clubs allemands. Donc t'as Schalke qui est 9e. T'as le Borussia Mönchengladbach qui est 10e. Bayer Leverkusen qui sont 11e. Wolfsburg 15e et qui a 2 points d'avance sur Hambourg qui est le premier relégable.
Ah ouais. Donc, Donc, comme je vous ouais, disais un tout à peu l'heure, plus pour donc, rester, pour rester, pour ouais, rester donc sur Mayence, Werder, Augsbourg et Wolfsburg sont 2 points d'avance sur le Hambourg. Le seul avantage qu'ils ont, c'est que Hambourg a moins 22 de différence et que tous les autres ont moins 10. Alors, pour rester sur le thème principal, j'aimerais avoir l'avis de Pierre et François. Pour vous, les gars, quelle doit être la priorité du Borussia? Vas-y, Vas-y, Pierre. François. Ok. Pour moi, de toute façon, si Dortmund se prétend être un grand club, il n'y a même pas de question à se poser. Ils doivent jouer sur tous les tableaux. Là, clairement, c'est vrai que le Bayern a pris largement le dessus en Bundesliga, ce sera pas revu. Mais ils doivent quand même travailler là-dessus. S'ils veulent rester un grand club sur la durée, ils doivent travailler là-dessus. Donc, il n'y a pas de priorité pour un club comme ça. Très bien. Et François, pour Ouais. terminer? Là-dessus, je suis assez d'accord. Il faut qu'il joue sur les 2 tableaux et surtout, il faut qu'il fasse attention parce que je sais plus en Allemagne, c'est les 3 premiers qui sont qualifiés en Ligue des Champions. Non, les 4 premiers. Les quatre Les premiers. quatre premiers. Le quatrième fait le tour préliminaire, ouais. Oui, après, ils ont quand même que 6 points d'avance. Rien n'est joué, donc faut qu'il reste un peu concentré sur tous les tableaux, quoi. Il faut pas qu'il mise tout Surtout qu'il y a un Bayern Dortmund qui arrive bientôt d'ailleurs. Ouais, en voilà, faut pas qu'il Donc, mise il tout est- sur avec des et- champions pour au final rien avoir. Tu vois, ça, c'est. Mm. Et il y a aussi la coupe d'Allemagne aussi. Ouais, Un demi- Les Bayern demi-finales Dortmund. Ouais, de mais Borussia après- Dortmund, en demi-finale. Donc voilà, donc c'est tout pour le football allemand les gars pour ce week-end. Merci Alexandre. On va De passer rien. maintenant à la Ligue 1. La Ligue 1 qui va nous être présentée par François. On a eu de belles confrontations comme des confrontations un peu soporifiques, à l'image par exemple d'un LOSC Marseille assez ennuyeux. On a pu voir aussi Pitoyable. de beaux matchs, hein, comme Monaco, mais tout ça va nous être présenté par notre cher François. Toulouse qui a fait du coup 0-0 face à Rennes dans un match, on peut dire, peu enthousiasmant. Après, un bon 0-0 qui change pas grand-chose au classement, puisque les deux clubs n'ont plus vraiment grand-chose à jouer. Saint-Etienne l'a emporté hier sur le score de 1-0 sur le terrain de Dijon. Donc Dijon aurait pu s'en sortir et s'éloigner un peu de la zone de relégation, pardon. Dans un des matchs des mal classés, Lorient du coup a battu Nancy sur le score de 3-2. Il faut quand même remonter au 4 février pour voir la dernière victoire de Lorient en Ligue 1. Et puis c'est surtout, C'était sur le terrain de Lille. et c'est surtout l'histoire d'une remontée hein, pour Lorient sur ce match. J'en reviens. Lorient, du coup, Lorient a renversé la situation. Ils ont marqué 2 buts en fin de match par Lotoa à la 86e et Mbemba à la 90 plus 4. Donc c'est ce qui a créé un peu le coup de gueule de Pablo Correa. Donc j'en reviendrai à la fin parce que c'était ma question. Ouais. Du coup, Lorient revient à la hauteur de Bastia. Du coup, dans l'autre match des mal classés, Bastia a perdu à Metz sur un but contre son camp, ce qui permet à Metz de se donner de l'air et surtout 10 points d'avance sur la zone de relégation. Avec un match de retard. Oui, contre Lyon. Bordeaux a étrié Montpellier 5-1. Ouais, le carton du week-end. Donc, le carton week-end, ce qui permet quand même au club de prendre sa revanche sur le club Héroltec qui avait gagné 4-0 à l'aller. Donc ils ont remis les pendules à l'heure. Angers a remporté son match à domicile 3-0 face à Guingamp. Donc le SCO se remet de sa lourde défaite face à Marseille. Marseille, on y vient, l'OM avait vendredi fait match nul face à Lille 0-0. Donc, dans un match pareil, pas très motivant à regarder, j'ai l'impression. Nice est allé prendre le point du match nul sur un terrain de Nantes, malgré un penalty non sifflé dans les arrêts de jeu pour Nantes. Et au moins, je tiens à le préciser, Nice perd 2 points dans la course au titre, parce que dans le même temps, Monaco, grâce à un doublé de Mbappé, a battu Caen sur le score de 3-0, et Paris a battu Lyon grâce à un super match de Javier Pastore. Donc d'un point de vue, il a quand même mis de passif. D'un point de vue statistique, il faut noter au classement que Metz et Angers ont pris chacun 3 places et sont maintenant respectivement 13e et 9e. Et du coup, ma question était, est-ce que Correa qui lâche ses joueurs, Nancy arrivera-t-il à se maintenir? Alors, c'est une question qu'on peut se poser suite à la diffusion d'un extrait publié par Canal+, lors de l'émission J+1 où on voit Pablo Correa s'énerver notamment après Tchernik, son gardien, en le traitant tout simplement de gardien en bois suite à la défaite 3-2 face à Nancy
en fin de match. Est-ce que vous comprenez déjà la réaction de Correa? Est-ce que vous pensez comme François que Correa est en train de lâcher son équipe et que la relégation est donc inévitable pour Nancy? Bah, Correa, ça a toujours été un peu une grande gueule quand même. Hein. Il hésite pas à dire ce qu'il pense, mais des fois, il tacle beaucoup trop fort. Dire que son gardien, c'est un gardien en bois, c'est un peu. Même, c'est même pas une question de motiver, c'est un peu de respect. bah, je pense que certes c'est difficile en Ligue 1 pour une équipe comme Nancy, mais de là à tacler vraiment son gardien comme ça, vraiment de manière vraiment très rugueuse, c'est risqué aussi que son vestiaire le lâche, hein, parce que franchement avoir des propos comme ça c'est difficile. Après ça doit rester entre l'équipe, mais enfin je pense que c'est quand même inapproprié quoi. Et puis, Après, il faut quand même préciser que ça a eu lieu. Le match, lui, était en vestiaire. Le match n'était pas encore fini. Ouais. Il n'y avait pas encore. C'était avec Rousselot. Les joueurs n'étaient pas encore là, donc ça, il faut le noter. C'était juste bon, l'agacement du moment. pour terminer, j'aimerais juste dire que c'est juste maintenant qu'ils se rendent compte que Tchernik est mauvais ou c'est moi parce que depuis le début de la saison je vois pas de grande différence avec ce qui s'est passé ce week-end face à Lorient. Il est pas bon tout simplement. Donc Ils sont Ouais, quand même sur, je pense que c'est la 7 défaites en 8 matchs. Hein. ah ouais, mais ça reste, C'est- après ça reste ses choix, c'est à lui de les assumer Ouais. maintenant. Mais Après, c'est peut-être une accumulation de défaites qui l'a Ouais, frustré comme ça et tout, mais bon, ça C'est reste. un ras-le-bol. ça reste, Voilà, quoi. oui, mais ça reste des propos que tu dois pas tenir en tant que, Dur, en oui. tant que Très dur. meneur d'homme. En tant que meneur d'homme, tu dois pas tenir des propos comme ça envers tes joueurs. Comment tu veux Ah non, qu'un clairement. groupe reste soudé justement quand t'es dans le dur comme ça? C'est impossible. Ah bah oui, Donc voilà. ça c'est sûr. Donc merci François pour cette pastille sur la Ligue 1. On va passer à Julien qui va nous parler du week-end italien, la grande série A, Alors, le calcio. petit- Qu'est-ce qui s'est passé? le Calcio. Alors, petit débrief de tous les matchs. Le Torino a cruché l'Inter à domicile 2-2. Milan a gagné contre le Genoa 1-0. Naples a gagné à l'extérieur contre Empoli 2-3. Sampdoria a perdu contre la Juve à domicile 1-0. Bologne a fait un carton 4-1 à domicile contre le Chievo Vérone. Crotone a perdu 1-0 à la Fiorentina, contre la Fiorentina à domicile. Atalanta a gagné 3-0 contre Pescara dans les championnats. Cagliari Lazio 0-0. Udinese 4-1 contre Palerme à domicile. Et l'AS Rome s'est imposé 3-1 contre Sassuolo à domicile. Alors, les bonnes opérations du week-end pour moi. Atalanta et sa victoire contre Pescara regagnent des points contre l'Inter et la Lazio qui sont 4e et 5e. La Lazio a 2 points d'avance sur l'Atalanta et Inter est à égalité de 2 points, mais l'Inter a plus 11 au goal average. Ensuite, le classement n'a pas vraiment changé. Il y a eu juste Sassuolo qui a perdu 2 places et Bologne et Cagliari qui en ont gagné une. 2 petites news, vous le connaissez peut-être pas, mais Cyril Thérault, un Français de 33 ans, signe Ouais. sa meilleure saison à l'Udinese avec 11 buts cette saison. Ouais, il l'a égalé. Oui, voilà. Et Gabbiadini de Tottenham, l'attaquant de Tottenham, est blessé. Du coup, le sélectionneur italien a fait venir Patania, un attaquant d'Atalanta de 21 ans qui joue à Atalanta, mais qui est prêté par l'AC Milan. Alors, Donc on aura hâte de voir ça. Pour te corriger rapidement, il joue à Southampton, Gabbiadini. Oui, mais ça c'est Gabbiadini qui est blessé. Oui, Southampton, oui, pardon. Non, ouais, voilà. Et du coup, la petite stat de la semaine, Buffon est le joueur ayant le plus joué sous le maillot de la Juve en Serie A, 39 681 minutes. Voilà, monsieur. Classement des buteurs, Belotti toujours Pas premier, trop minutes. 22 buts, Dzeko plus 1 avec 21 buts et les deuxièmes, et Icardi et Mertens 20 buts. Voilà. Très bien. Alors, Un tu peu. avais, Et ma petite question, voilà. c'est Atalanta a-t-elle ses chances de jouer l'Europa League l'année prochaine? Alors oui. Comme je vous ai dit, voilà. Et il y a trois petits facteurs. C'est que il reste donc 8 journées de championnat. Atalanta va jouer la Roma à domicile, enfin à l'extérieur du coup. Et la Roma n'a perdu qu'un match à domicile cette saison. Et la Juventus à domicile et le Milan à domicile. Je D'accord. vous laisse répondre. Donc, avant que vous répondiez, je trouve que c'est une question intéressante puisque l'Atalanta de Bergame, on ne l'attendait pas forcément ici. Elle est actuellement 6ème au championnat à égalité de points avec l'Inter, à 2 points de la Lazio. C'est une question qui peut être posée et qui est légitime, je trouve. Donc, mes chroniqueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, Alexandre, toi qui est un grand supporter du Milan AC, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Bergame peut être en C3 l'année prochaine?
Oh, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, surtout que Milan, il me semble que... Ils ont 2 points de retard. Ouais, mais ils ont encore l'Inter à jouer, ils ont la Juve à jouer, je crois, au retour encore. Enfin, ça va être compliqué hein, pour le Milan, mais après, c'est faisable hein, qu'ils reviennent. Mais Bergame, en plus, a une meilleure différence. Bon, c'est plus 3 mais ils sont mieux placés, puis ils ont 2 points de retard sur la Lazio aussi. Ouais, Donc ouais. c'est faisable, largement. François et Pierre. Donc François, toi, ton avis? Bon, après, rien n'est joué. Au moins, ça serait bien de voir un peu de renouveau de club, un peu. Bon, moi, je suis pour. Après, j'y crois. Faut voir si sur le long terme ils arriveront à tenir. Mais pourquoi pas, moi, faut y Atalanta a croire. vraiment des joueurs très jeunes. Ils ont, Ouais, ils ont vraiment un effectif très jeune qui réussit bien à la manière de Nice. Hein. Du coup, un réservoir de joueurs formés au club aussi vraiment intéressant. ouais. Une jeunesse italienne très bonne. En ce moment. Exactement. Et Pierre, pour conclure sur la Serie A. J'avoue que je suis un peu paumé au niveau de la Taranta Bergame. D'accord. Joker, monsieur. D'accord. Donc Joker. Donc on passe directement à la Liga. Oui, la Liga, oui, bien évidemment. C'est ce que j'avais marqué sur mon petit programme. La Liga, Oui. et c'est encore Alexandre qui va nous présenter ce qui s'est passé en Espagne. À toi, Alex. Alors en Liga, donc il y a eu un match vendredi entre Las Palmas et Villarreal. Las Palmas s'est imposé 1-0 sur un but de Boateng. Eibar a fait match nul contre l'Espagnol de Barcelone 1 partout. Bilbao a reçu le Real Madrid samedi. Le Real s'est imposé 2-1 dans la douleur d'ailleurs, parce que c'était très compliqué. Avec un but de Benzema qui marque son 119e but en Liga sous le maillot du Real et un but de Casemiro. Aduriz avait égalisé et 2 passes décisives aussi pour Ronaldo. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alaves a gagné 1-0 contre la Real Sociedad. Le Betis Séville s'impose 2-0 à Osasuna. Leganés fait 0-0 à Malaga. Le gros match de la journée qui se jouait entre l'Atlético de Madrid et le FC Séville a vu l'Atlético de Madrid s'imposer 3-1 et qui permet à l'Atlético de revenir à 2 points de Séville, troisième actuellement. Et différentes luttes particulières, parce qu'on voit beaucoup les avantages en fin de saison. Une passe décisive de Griezmann et un but, donc qui est sûrement l'homme du match. Après, j'ai noté donc la victoire du Celta Vigo 1-0 contre le Deportivo, qui leur permet donc de rester dans le ventre mou, mais en même temps de se rapprocher plus ou moins de la première partie de tableau. Riron, donc qui n'est pas le Paris Saint-Germain, a gagné 3-1 contre Grenade. Et le Barça s'est imposé. Quel enfoiré. Le Barça s'est imposé 4-2 face à Valence avec un doublé de Messi. Et Mangala avait égalisé à la 29e minute, mais s'est fait exclure sur le penalty qui concède à la 44e. Et Messi devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 25 buts en championnat en 8 saisons consécutives et 40 buts depuis 8 saisons aussi. Donc c'est le premier joueur de l'histoire à faire ça. Donc ma question c'est, est-ce que le Barça serait avantagé par l'arbitrage, étant donné que depuis le début de la saison, le Barça n'a concédé aucun penalty et aucun carton rouge? Ouais, alors c'est une info, pas vraiment une info, mais c'est une statistique qui a sorti Eurosport dans l'après-midi, au moment où nous on enregistre, donc c'est une statistique assez historique quand même, puisqu'on connaît quand même le championnat espagnol pour être assez gourmand en carton jaune, carton rouge et penalty concédés. 73 cartons jaunes hier sur la journée. Ouais, voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les gars? François, pour toi? Bah, moi, je suis toujours un peu, je trouve ça un peu facile de toujours critiquer l'arbitrage ça, mais après, c'est vrai que je pense que le Barça, c'est plus facile, c'est un grand club, je pense que ça joue aussi. Donc ça peut jouer sur un arbitre Ouais, mais indirectement, peut-être qu'inconsciemment ça peut jouer. Mais de là à faire un. Dans ce cas-là, c'est un peu de là. Parce que le Real, c'est un grand club. Ouais, non, mais je sais pas. Mais peut-être que Alors, inconsciemment ça peut jouer. Mais pour moi, je vois pas trop l'importance que ça a joué. Alexandre, vas-y. Moi, je vais te dire un truc. Donc, c'est pendant l'Atlético Bilbao Real Madrid. Donc, il y a eu un gros tacle c'est de Garcia sur Carvajal, sur Nacho. C'est ça, ouais. Donc, alors, attends. Et donc, l'action se poursuit parce que le Bilbao perdait 1-0, donc il ne voulait pas sortir le ballon. Et donc, le Real récupère et la met en touche. Et là, c'est limite si tous les joueurs ne se battent pas au milieu du terrain et l'arbitre, plutôt que de faire en sorte de se faire respecter, il se met à l'écart et il attend que ça se passe.
Ouais, on dirait. Et- On dirait un Ah oui, peu- c'est- ils ont un peu- ils ont un peu Et un vraiment comportement. tous les week-ends, parce que je regarde énormément de matchs de Liga, tous les week-ends, tu peux être sûr qu'il y a au moins 1 à 2 erreurs par match. Ouais, exact. Donc, rapidement, je voudrais avoir l'avis de Julien et de Pierre. Pierre, pour toi, c'est quoi ton avis sur la question? Alors moi, je pense déjà que si le Barça n'a pas concédé de pénalty, c'est parce que le Barça domine ses matchs et joue contre des équipes à 11 derrière. Donc déjà, ça aide à ce niveau-là, même si leur défense n'est pas réputée la plus solide d'Europe. Ça peut être un argument. Moi, je me réfugie jamais derrière l'arbitrage parce que je trouve que c'est trop facile et que ça crée des polémiques pour rien et qu'au final, on finit par être aveuglé uniquement à regarder l'arbitrage. Ouais, ça peut- Dans le jeu, s'ils prennent pas de carton, je me dis que c'est parce qu'ils méritent de pas prendre de carton, c'est tout. Ouais, effectivement, ça peut être un argument qui peut être recevable. Pierre, très bien avancé. Julien, toi, pour terminer. Un peu du même avis que Pierre. Après, c'est vrai que des fois le Barça, ils sont un petit peu mieux arbitrés, on va dire ça comme ça, pour être un peu politiquement correct. Mais des fois, il y en aurait qui mériteraient de prendre des jaunes pour simulation ou quoi. Mais après, c'est le foot, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Hein. Ouais, on peut pas C'est une changer stat. ça, on peut pas changer ça du jour au lendemain. Oui, voilà. Donc, pour terminer, on va parler de ce qui s'est passé en première ligue et on va donner la parole à notre ami Lillois, à notre ami Pierre. Donc, on va parler des clubs français en Coupe d'Europe. Donc, l'AS Monaco qui sera face à Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions et l'Olympique Lyonnais fera face au Beşiktaş d'Istanbul en quart de finale de Ligue Europa. Clairement, on va faire deux sujets séparés pour les deux équipes et évaluer les chances de nos deux équipes françaises encore engagées en Coupe d'Europe. Donc, pour l'AS Monaco, quart de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, quelles sont leurs chances et dites-moi pourquoi. Alors, on va commencer par celui qui nous a présenté la Ligue 1 tout à l'heure, François. Quelles sont les chances de l'ASM et pourquoi? Bah, après sur un match aller-retour, tout est jouable. Sachant que Monaco, c'est une grosse attaque, mais clairement, je pense de tout, c'est le match qui me tente le plus, que ça va être des gros matchs. Et bah, Monaco peut y arriver, moi j'y crois. Hein, mais en tout cas, je pense que ça sera très serré. Très bien. Pierre, pour toi? Ouais, pour moi aussi, je suis assez d'accord. Je pense que ça va être un match ouvert, surtout que Monaco marque beaucoup, mais prend aussi beaucoup de buts. Et quand on voit l'attaque un peu de Dortmund, je pense que ça va être un match spectaculaire, comme depuis le début de la campagne européenne. Ok. Alexandre, pour toi, qu'est-ce que va donner cette double confrontation? Beaucoup de buts déjà. Un jeu surtout porté vers l'offensif, mais Monaco a ses chances, mais le problème c'est il se déplace au match aller au Borussia, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Le truc qu'il y a, c'est que s'ils se prennent un bouillon dès le début au Borussia, le match va être très long. Parce que Dortmund, chez eux, sont vraiment dangereux. Et puis sur chaque occasion, tu sens qu'ils peuvent marquer. Donc, faut que Monaco gère bien le match à l'extérieur en premier, quoi. Ok. Et Julien, pour terminer? Affiche attrayante. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, deux attaques vraiment en confiance. L'élément clé, je pense, ce sera la défense à Dortmund et essayer de marquer des buts à l'extérieur et s'imposer à domicile. Après, bonne chance à Monaco, on est derrière vous. Ok, ils vont apprécier ce message de soutien, Julien. Merci. Bah oui. Concernant l'Olympique Lyonnais, les gars, l'Olympique Lyonnais, on le rappelle, face à Beşiktaş. L'aller sera au Parc OL, le retour au stade d'Istanbul, très très chaud. Oui. Très grosse ambiance là-bas, ça dépasse même celle de Dortmund pour moi. Quelles sont les chances de l'OL, pareil, et pourquoi? On va commencer par celui qui vient de terminer, Julien. Ça va être compliqué en Turquie au retour. Ça, c'est toujours très difficile de jouer là-bas. L'ambiance, c'est vraiment, apparemment, c'est quelque chose de très particulier. Alors, Je pense T'as que jamais l'OL regardé le match turc? non, pas beaucoup, mais j'avais déjà regardé. Par contre, l'OL a ses chances, je pense. S'ils font un match vraiment comme l'aller et le retour, comme ils ont fait contre la Roma, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Par contre, il faut rester concentré et faire le taf, et je pense que ce sera bon. Est-ce que le secret pour l'Olympique Lyonnais, ce sera pas justement de ne pas prendre de but à l'aller? Justement, oui, je pense. ce serait une bonne, un facteur positif qui serait bien. Alors les autres, qu'est-ce que vous en pensez, François? Moi, je suis assez d'accord. Je pense que Lyon va devoir vraiment faire le taf à domicile.
pour essayer d'en mettre un maximum. Et oui, essayer de pas prendre de but extérieur. Et clairement, je pense que si Lyon arrive à faire un gros match à domicile, ils pourront s'en sortir. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, bah, je suis d'accord forcément, mais Lyon est quand même plus fort intrinsèquement. Désolé, Julien, tu comprendras pas le mot, mais intrinsèquement, ils sont quand même plus forts, Lyon. Pour moi, ils sont quand même, pour moi, ils sont quand même favoris, mais après, Beşiktaş, ça sera pas une partie de plaisir, ça c'est clair. Ouais, non, mais après, je pense qu'on met surtout le doigt sur l'ambiance électrique qu'attendent les Lyonnais à Istanbul. Mais c'est vrai que Étouffant. c'est étouffant, et Pierre a quand même raison. Intrinsèquement, les qualités de l'effectif lyonnais n'a rien à envie, mais rien du tout. Celui de Beşiktaş, le top player à Beşiktaş, c'est Aboubakar, et Aboubakar sera suspendu normalement pour les 2 matchs. Donc, C'est pour ça que j'ai dit qu'ils avaient les clés pour faire un résultat. J'ai pas Ouais. dit qu'ils c'était. Ils s'en sortent bien, clairement, au niveau du tirage, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Donc, et Alexandre, Alexandre pour terminer, et puis après on va passer au quiz, les enfants. Bah, ils peuvent le faire. Honnêtement, sur le papier, ils sont largement supérieurs déjà. Mais le problème qu'il y a, c'est comme tout le monde le dit, c'est le match retour. Parce que si tu gagnes pas par 2 buts d'écart, et parce que de toute façon, les Turcs, ils vont se donner à fond, comme ils font à chaque match, de toute façon, même avec des champions contre Benfica, qui parlait 3-0, ils font 3-3 à la fin. Mais ça va être très dur en Turquie. Clairement, s'ils peuvent prendre dès le début, si les Turcs ils leur mettent une grosse pression, ils peuvent craquer. Parce que là-bas, c'est pas comme, je sais pas, comme les gros stades européens, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment autre chose. C'est notre ambiance. Ouais. C'est très hostile. Hein. Ouais, et puis on peut rappeler ce que ça a coûté à Olympiakos, qui avait fait match nul à la maison lors du tour précédent, et qui en prend 4 alors qu'ils sont à 11 contre 10 pendant 65 minutes, quelque chose comme ça. Donc, Non, mais par exemple, peut-être pour comparer, enfin, c'est vieux, mais Liverpool s'était mangé là-bas aussi il y a ouais, longtemps. exact, ouais. Il y en a pas mal, hein, qui se sont mangés en Turquie. Ouais, il y a surtout Beşiktaş, parce que autant Galatasaray, bon, souvent ça va. Et le Beşiktaş, ils ont souvent mangé les gros, hein, qui sont venus là-bas. Il y en a pas mal qui sont mangés. Bon, on va pas refaire l'histoire, les gars. Donc, on va passer à la fin de l'émission, et avant de clore cette émission, on va jouer, hein, comme d'habitude. Pas de It's Time to Bet cette fois, puisque on est en pleine semaine internationale, et on aura une émission demain pour en parler. Donc, de cette semaine internationale et de l'équipe de France notamment. On reviendra sur la liste de Didier Deschamps, sur certains cas notamment, et sur la rencontre à venir face au Luxembourg. Il y aura une autre émission qui arrivera dans le week-end normalement pour le débrief justement de ce match Luxembourg-France, et une autre la semaine prochaine pour le débrief cette fois de France-Espagne, match amical cette fois-ci. Donc, comme on est en semaine internationale et qu'on va avoir un Luxembourg-France ce samedi, alors petite question juste avant, est-ce que vous savez quand est-ce qu'a eu lieu le dernier Luxembourg-France? Hein? De quoi? on n'a pas entendu. On n'a pas entendu, ouais. Alors, vous n'avez pas entendu à partir de quel moment? Tout. Petite question. Petite question. Ok, à partir de petite question. Oui, petite question. France. Le C'est dernier bon, but ça. de la France. Le dernier but de la France, ça t'a dit? Non, bah non, c'est un peu simple ça. Non. Donc, petite question, est-ce que vous vous souvenez de quand date le dernier Luxembourg-France? Alors là. 2011. Il n'y a pas de point là, c'est 2011, bien joué Pierre, c'était le 25 mars 2011. La France s'était imposée 2 buts à 0, c'était les qualifs de l'Euro 2012. De l'euro. Ouais, donc Laurent Blanc était sur le banc, et donc je vais vous demander de me retrouver les 11 joueurs qui composaient cette équipe. On va commencer par François. Iniesta. Donc quoi? Ah, par moi? J'ai pas entendu. Oui, tu commences, vas-y. Je sais pas, Benzema? Benzema, c'est bon. Pierre, c'est à toi. Lloris. Lloris était dans les cages, c'est bien joué. Julien. Evra. Evra est titulaire à gauche, bien joué. Alex. Qui c'est qu'il y avait en 2011? Putain, ça remonte. Nasri? Nasri était même capitaine ce soir-là, bien joué. Ah oui. Ouais. Oui, quand même. Ouais, il était capitaine. Donc on fait tous des erreurs. Bah c'était Laurent Blanc.
Bah, y a pas de mystère. Bah, il a fait mieux, attends, il fait mieux qu'un certain coach actuellement. Ouais. François, c'est à toi. Si on attaque sur ces terrains-là, voilà. François, à toi. Je sais pas, Courcuff. Oui, Courcuff était titulaire, bien joué. Pierre, à toi. Debuchy. Ouais, ben non, Debuchy, ce n'est pas lui dans le couloir droit. Tu es éliminé, malheureusement. Julien. Son fils caché, Yoann Cabaye. Alors en blanc. Caché. Son fils caché n'était pas titulaire. Oh, Oh, qu'est-ce que c'est dommage. À toi, Alex. Je sais pas, Sanya. Sanya, oui, était titulaire dans le couloir droit, bien joué. Donc ce n'était pas Ah, si c'est pas Debuchy. Ouais, voilà. À l'époque, il n'y avait que deux, hein. Le mec dans le couloir droit, c'était. Comme aujourd'hui quasiment. Hein. Oui, voilà. Donc, à toi, François, il n'y a plus que deux hommes, François et Alex. Mexès. Oui, Mexès avait même marqué. Mexès. Comment tu peux penser à Mexès, sérieux? Alors, défense Tu sais que centrale. tu vas rire, En mais j'y ai 2011, pensé moi. Ah, Oui. défense, Oh là là, Défense centrale, Mexès. défense Je me centrale, rappelle qu'il a fait l'euro donc. défense centrale de Laurent Blanc, c'était Mexès et un autre, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore cité. C'est à toi, Alex. Koscielny. Eh ben non, c'est pas Koscielny. Mais non, c'est pas Koscielny, Et je sais donc qui c'est. François remporte les 5 points de ce quiz. Donc je vais vous donner français. je vais vous C'était donner- Rami. Ouais, C'est Rami, je crois, non? Ouais, exactement. Ouais, c'était- Donc les gens titulaires de leur Charnière bus, centrale, mon gars, ça n'aurait pleuré. lors Et de- tu lors peux de refaire ce aussi avec qui d'autre? Luxembourg, France, c'était Hugo Lloris, Bakary Sagna, Adil Rami, Philippe Mexès, Patrice Evra, Johan Gourcuff, Yann M'Vila, Samir Nasri, Ah ouais. Franck Ribéry, Florent Malouda et Karim Benzema. oui, il y avait encore Il y a- Malouda, quoi. Il y a encore Maleda, ouais, c'est. Alors, sur le banc- alors, juste à titre d'information, sur le banc, on avait Mandanda, Carasso, Clichy, Rémy, Réveillère, Koscielny, Sacco, Aloudiara, Matuidi, Gamero, Boaro et Ménez. Réveillère. Et Oh là là. Waro. Waro. Oaro, Guillaume. Ça rajeunit pas quand même. Hein. Ouais, C'est clair. Bah, c'est quand même il y Ah a 6 ans. vache. C'était il y a 6 ans, c'est pas une époque si lointaine. Quand j'entends Ouais, je vois Mexès encore Waro. Rami en charnière centrale, ça fait Waro, Il mal. reste Rami Lloris, quoi. Il reste Rami Lloris. Donc, bah, c'était... Waro, il joue encore en Suisse. Ouais, il crois. toujours, Oui, mais on parle du groupe actuellement, gros. Ouais. Par contre, ne demande pas la compo du Luxembourg, hein, ça Non, va bah être compliqué. J'en connais aucun. Non, mais on va Et terminer. qui était l'arbitre alors? On termine là-dessus. C'est Et le 5ème arbitre. Là, c'est terminé, les gars. On a terminé. On a terminé. Donc, c'était un nouveau numéro de Football Universe. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour un numéro spécial équipe de France. Comme je vous l'ai dit, on parlera de la sensation Mbappé, on parlera des nouveaux arrivants, des Gauvin, Mendy, Lemar, Bakayoko, Lemar, non, Bakayoko Mendy. On parlera du match Luxembourg-France à venir. Et l'Espagne. Non, l'Espagne, on parlera dans notre émission. Chaque chose en son temps. Chaque chose. Bah oui. Donc, je Mais Gaspard, on n'est pas tôt quoi. je vous laisse et rendez-vous demain pour l'épisode de France. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ciao.